Bonjour Rokhaya Diallo. Bonjour. Bonjour Patrick Klugman. Bonjour. Rokhaya Diallo, je le disais à l'instant, vous êtes fondatrice de l'association Les Indivisibles. C'est quoi? C'est une association qui existe toujours d'ailleurs et qui essaie de dénoncer le racisme par l'humour et la dérision. Donc elle existe depuis 5 ans. Ouais. Elle a été créée dans un contexte où on estimait que la parole raciste se libérait dans les médias. Ouais. Et elle fait notamment les Yabon Awards, donc une cérémonie dont la 4e édition a eu lieu hier soir, qui décerne des trophées aux phrases les plus racistes de l'année. Donc tout en humour, mais en même temps c'est une manière d'alerter l'opinion sur le fait que la parole raciste se répand et qu'elle est totalement impunie. Qui a été primé hier? Alors on a eu Richard Millet qui a été primé parce qu'il déclarait qu'il trouvait... Qui c'est? J'ai pas compris. Richard Millet, pardon, un écrivain. En fait, un écrivain qui, dans Ce soir ou jamais, s'est exprimé en disant qu'il ne supportait plus l'idée qu'il y ait des mosquées en France et qu'il ne supportait plus le fait d'être le seul blanc quand il prenait le RER. Et pour lui, c'était une douleur insupportable. On a récompensé aussi Sylvie-Pierre Brossolette qui, quand DSK a été déféré, a dit qu'elle était atterrée en fait de voir ce Français prestigieux menotté et mal rasé, déféré au parquet avant et après des malfrats de couleur. Donc d'autres ont été récompensés, Christophe Barbier, Caroline Forest. Elle a écrit. C'est une grande éditorialiste très mesurée, moi, que j'écoute tous les... Non, mais c'est vrai. Non seulement elle l'a écrit, c'était écrit et ça a été validé par sa rédaction. Donc ça montre bien qu'il y a une tolérance. C'était écrit dans le point. Ouais. Bon, merci en tout cas d'être avec moi, Rokhaya Diallo. Bonjour Patrick Klugman. Bonjour. Vous êtes président d'SOS Racisme. Non, vice-président, excusez-moi. On vous voit un peu au four au moulin en ce moment. Je vais vraiment commencer par la question qui nous intéresse aujourd'hui. Est-ce que vous, de façon globale, d'ailleurs, comment voteriez-vous à la proposition du jour? Je défends l'idée que la France n'est pas raciste. On vote pour ou contre? Vous votez pour ou contre cette affirmation? La France n'est pas raciste, c'est une évidence que de le dire, dans la mesure où sa constitution, ses lois et 99% de sa représentation, évidemment, rejettent le racisme. Je parle de sa culture, alors oublions c'est les Français, le peuple français. Moi, je ne sais pas parler du peuple comme s'il était un, unique et indivisible. La France n'est pas raciste. La France rejette le racisme. C'est une évidence historique, légale, juridique et presque culturelle, dans le sens où l'antiracisme, je crois, fait partie de ce qu'est et de ce qui fait la France. Mais alors, il y a du racisme en France? Oui. Oui, Patrick Klugman, d'accord, je vous interromps, parce qu'il y a, en ce moment, là, on vote, il y a des centaines et des centaines de gens qui votent, il y a à peu près, je sais plus, 40% des gens qui pensent au contraire que la France, ou les Français, sont globalement un peuple qui est habité par le racisme. C'est ce qui me paraît... Je vais raffiner mon propos. Ouais. Je pense qu'il y a un vrai problème dans notre pays de préjugés racistes. Je pense qu'il y a un problème de laisser-aller et de libération de la parole raciste qu'on a voulu banaliser au risque de présenter la répression du racisme comme une censure insupportable. Bon, mais néanmoins, les Français, dans leur expression collective, ne supportent pas l'idée que leur pays puisse être stigmatisé comme raciste. Et à chaque fois qu'on a vu des mesures gouvernementales qui donnaient le flanc à ce genre d'image, je pense au test ADN, je pense au discours de Grenoble sur les Roms, je pense avant la présidentielle 2007, quand on avait voulu exclure des gamins parce que les parents étaient sans papier, RESF. À chaque fois, il y a eu un mouvement d'indignation et un mouvement de fond, une lame de fond dans la population française qui s'est révoltée contre ça. Donc, je pense, si vous voulez, que les Français peuvent être racistes chez eux, avec des copains, au bureau, au café, mais qui ne supportent pas l'idée que... On puisse le dire. Que le racisme puisse s'exprimer librement ou faire partie d'une politique gouvernementale. Bon. Alors moi, non, ce que je trouve intéressant, si on interroge la question de la France par rapport à d'autres pays, c'est de regarder les rapports internationaux sur la France. Par exemple, il y a un rapport qui a été fait par l'ONU, par une experte indépendante qui travaille sur le racisme et qui visite tous les pays du monde. Elle l'a fait en 2007, elle s'appelle les Gay McDougall, et elle pointait du doigt déjà la montée des discours racistes en France à l'époque de la campagne présidentielle en 2007. Et ça, c'est intéressant parce que ça vient des Nations Unies. Autre chose, on parlait de la police à l'instant, il y a une ONG qui s'appelle Human Rights Watch qui a fait un rapport pour dénoncer les contrôles aux faciès en France. Parce qu'en France, on a des chiffres. Quand on est d'origine maghrébine ou quand on est noir, on a 6 à 8 fois plus de chances d'être contrôlé par un policier que quand on est blanc. Ça montre bien que l'institution française s'accommode de pratiques racistes. Et ça, c'est intéressant de le dire parce que quand on dit la France, c'est une entité un petit peu abstraite. Et quand on dit les Français, ça comprend des gens qui sont antiracistes comme ce non-associatif
associations qui sont potentiellement visées par les discriminations, tout comme des gens qui sont racistes de manière ostensible. Quand on parle de la France, on peut parler de la France, de ses institutions, de son histoire, hein, parce que la France, la République, bien que portant les valeurs des droits de l'homme, s'est accommodée du colonialisme, de l'esclavage, donc porte aussi en son sein des valeurs qui sont pas toujours... Les policiers qui font ces contrôles, 9 fois sur 10, enfin moi je les vois, les policiers dans les grandes villes françaises, Marseille, Nice, Bordeaux, Toulouse, l'Île-de-France, Strasbourg, Lille, ce sont eux-mêmes des policiers qui sont issus de l'immigration. Il y a un pourcentage drôlement important quand même dans la police. Le fait d'être issu d'une minorité, ça ne vaccine pas contre le racisme. C'est vrai. On connaît bien les rapports police-justice. Moi, je suis avocat, donc je les connais un petit peu de près. Il y a aussi des logiques de petits chefs chez des policiers qui peuvent être eux-mêmes originaires de quartiers. D'ailleurs, je le vois pas seulement chez les policiers, parfois je le vois même chez les magistrats. Le petit gars qui était un peu brimé dans sa cité et qui veut jouer au grand justicier par la suite. Mais Éric Brunet, vous n'avez pas l'impression qu'on est dans une formidable hypocrisie en France? Je vous le disais, culturellement, constitutionnellement, la France rejette le racisme. Tout ce qui fait la France depuis 1789 est le contraire du racisme. Ça, c'est vrai. D'un autre côté, dans 99% des affaires racistes que nous traitons, que nous connaissons, je vous le dis en tant qu'avocat d'SOS Racisme, nous avons aujourd'hui affaire à des gens qui disent « Ah non, mais je ne suis absolument pas raciste ». Il y a 2 semaines, monsieur Jean-Paul Garlin, qui avait dit qu'il avait pour une fois travaillé comme un nègre en se demandant si les nègres avaient déjà travaillé dans leur vie. Voilà, il se dit « Mais je ne suis pas raciste ». Et à chaque fois que quelqu'un et si c'était vrai, enfin, je ne vais pas me faire l'avocat du diable, mais le problème, et si c'était vrai, réalité du racisme, la réalité du racisme aujourd'hui, c'est que nous avons des gens racistes qui s'en défendent. Et c'est ça la réalité de la chose. On est dans une formidable hypocrisie, on est dans une schizophrénie française. Et excusez-moi pour les millions de Français qui ont une peau un peu plus mate que les autres, un prénom un peu différent des autres, qui sont nés dans un quartier un peu plus populaire dans les périphéries urbaines. Pour cela, je peux vous dire que la vie n'est pas pareille que si vous appelez Jean-Paul et que vous habitez avenue Mozart à Paris dans le 16e. La réalité, c'est que nous avons un pays qui ne fonctionne pas à égalité pour tous ses citoyens, ça nous le savons, et que nous avons des auteurs de propos racistes qui s'en défendent. Oui, mais attendez. Donc plus personne n'est raciste. Et le racisme, le département le plus pauvre de France, c'est la Creuse. Et la Creuse, c'est des paysans qui vivent dans la misère, avec le premier service public à 35 km et qui sont... Je poursuis mon propos, excusez-moi. On est dans un pays où le racisme existe, mais à chaque fois qu'on met le doigt dessus, c'est personne n'est raciste. Voilà la réalité aussi. C'est pas ça. Moi, je trouve qu'il faut aller plus loin que ça. On est dans un pays où, pour la première fois de la Ve République, un ministre a été condamné pour injure raciste, et dans l'instant où sa condamnation a été prononcée, François Fillon a envoyé un communiqué pour appeler son amitié et son soutien envers ce ministre qui est raciste. Donc ça montre bien la solidarité du gouvernement. Oui, je parle de Brice Hortefeux, pardon, du gouvernement par rapport à quelqu'un qui est raciste. Dans aucun pays, on aurait toléré ça de la part quand même de celui qui était le chef de la police à l'époque. Oui, mais d'abord, la loi a permis de statuer sur cette affaire. Hein, il était relaxé. En tout cas, à l'époque, il était condamné. Et puis, enfin, franchement. Parce qu'il n'a pas été relaxé sur le fond. Il a été relaxé sur la publicité des propos. Attendez, ce genre de propos devait être commis jadis sans qu'on s'en offusque. Rappelez-vous quand même la France pendant la guerre d'Algérie, tous les propos tenus par des gens de gauche comme des ministres de droite, ça a été terrible. Bon. Les gens ne s'en offusquaient pas parce qu'il avait des propos racistes terribles. Les gens ne s'en offusquaient pas à l'époque parce qu'ils n'avaient pas le pouvoir de protester. C'est-à-dire qu'à l'époque, il n'y avait pas d'Algériens qui avaient le micro pour protester à la radio aussi. Est-ce que vous, la SOS Racisme, et vous également, Rokhaya, finalement, vous ne sciez pas la magnifique branche sur laquelle vous êtes assis, qui est la branche de la République française? Moi, vous avez raison, mais attendez, sur 65 millions de Français, il y a des Français abjects, on l'a vu avec l'affaire de Toulouse, il y a des dingues, il y a des fous, il y a des idéologues racistes, si c'est le cas de celui qui a commis cette affaire à Toulouse. Mais quand même, je le rappelle, la France est un pays qui a une capacité d'intégration éblouissante. Il n'y a pas un seul pays au monde, on en a déjà parlé, Rokhaya, qui aurait placé Yannick Noah, Zinedine Zidane, Omar Sy, Simone Veil et Gad Elmaleh en tête. Mais il n'y a pas un seul pays au monde, à part peut-être les États-Unis qui ont élu Barack Obama. Enfin, je rappelle quand même le Canada, le gouverneur général est noir. Mais qui est, mais dans la vieille Europe, qui est le président de la République française? Enfin, franchement, il est un peu hongrois, il est un peu juif de Salonique par sa mère. Enfin, je veux dire, c'est quand même la résultante
constante de migration incroyable. Donc simplement, on est exemplaire en Europe. Les Espagnols ne l'auraient pas fait, les Anglais ne l'auraient pas fait, les Allemands ne l'auraient pas fait, les Italiens ne l'auraient pas fait, les Portugais ne l'auraient pas fait. Au moment où Harry Roselmack est arrivé à la télévision française, en Angleterre, Trevor McDonald, qui était un présentateur noir, prenait sa retraite. Donc moi je suis désolée, on n'est pas si exemplaire que ça en Europe. Ça montre bien qu'on a, on nous a averti 6 mois à l'avance. Adjani, parce que là vous parlez des Noirs, il y a Isabelle Adjani, il y a Jacques Villeray qui est kabyle, il y a Jacques Villeray est kabyle, excusez-moi. Ouais, bon, c'est peut-être pas le bon exemple parce que ça se voit pas beaucoup, vous êtes d'accord. Je suis d'accord avec vous. Bref, mais non, ce que je veux dire, moi je vous pointer le doigt sur une situation qui est très française, c'est le racisme sans raciste. C'est-à-dire le racisme qui existe et qui se développe, et à chaque fois qu'on met le doigt, ah non mais, c'est-à-dire que l'antiracisme a gagné quelque chose dans notre pays parce qu'il est matriciel de ce qu'est la République française, c'est qu'on a rendu le racisme tellement indigne que même les racistes s'en défendent. Ce qui est la particularité de la situation française, parce qu'effectivement, en Belgique, vous avez des bons racistes, entre guillemets, fiers de l'être. Dans d'autres pays également. Mais nous avons cette situation paradoxale, schizophrénique, un peu hypocrite, mais je suis désolé. Éric Brunet, en même temps, vous avez sur une autre radio nationale un chroniqueur du matin qui a été condamné et qui a une audience absolument phénoménale. Qui a été condamné, qui a été reçu par des députés de la majorité à l'Assemblée nationale et ovationné. Il est venu devant des députés pour critiquer la décision de justice qu'il avait fait condamner. Est-ce que vous avez déjà vu un délinquant venir devant l'Assemblée nationale dire la loi qui m'a fait condamner est injuste? Est-ce que vous croyez l'un et l'autre? Est-ce que entendu, il a été condamné. Ouais, bon, est-ce que vous croyez? Non, mais attendez, il y a la justice qui est une chose, et il y a votre conviction. Est-ce que vous croyez l'un et l'autre que Zemmour est un raciste? Est-ce que vous croyez que si vous voulez, il professe une idéologie raciste? Absolument. Éric Zemmour. Je veux dire, il suffit de prendre ses propos. Je veux dire, les propos qu'il tient sont des propos qui il a tenu des propos racistes aux yeux de la loi raciste. J'entends. Il a été condamné, formidable. Absolument. Maintenant, est-ce que pour vous, il est l'incarnation du racisme? Pour moi, il est l'incarnation de cette parole libre qui est largement diffusée par les médias, qui est relayée et qui forge aussi l'opinion. Pour moi, c'est quelqu'un qui jouit d'une impunité qui est extrêmement importante. Il y a quand même des pays où des journalistes démissionnent dès lors qu'ils sont soupçonnés de tenir des propos racistes. En France, on le tolère, et bien au-delà, ça devient un booster de carrière. Je veux dire, il y a quand même Vous pas êtes beaucoup de pays où c'est le cas. Patrick Gluckman, vice-président des SOS Racisme. Je suis avocat qui est plaidé contre Éric Zemmour, donc j'ai pas envie d'en rajouter, mais ce que je pouvais dire, au-delà de ces propos qui ont été jugés condamnés, vous voulez que je vous rappelle ce que dit Zemmour sur l'avortement? Les 7 millions de Français qui manquent. Vous voulez que je rappelle ce que dit Zemmour sur les femmes qui ont un cerveau, je ne sais pas quoi, qui les empêche de penser comme les hommes? Vous voulez... Non mais, je prends tous les thèmes. Aussi, l'histoire de Pétain. Je vous le rappelle des propos de Zemmour sur Pétain, qui a protégé de son corps la France. Mais ce type, sur tous les thèmes que nous pouvons trouver, il a finalement une idéologie qui se rapproche de celle d'extrême droite. C'est pas pour rien que Marine Le Pen a salué son courage, sa liberté d'expression, comme Jean-Marie Le Pen, comme d'autres personnages beaucoup plus obscurs d'ailleurs. Donc Zemmour, c'est un phénomène de libération de la parole raciste. Et je crois, je me fous de savoir ce qu'il est lui véritablement. Mais il a largement contribué à installer un climat qui fait qu'après, un monsieur Guéant, ministre de l'Intérieur, peut dire l'accroissement du nombre de musulmans dans notre pays pose problème. A-t-on déjà vu un ministre de l'Intérieur qui a les cultes en charge pouvoir tenir ce genre de propos? Merci, restez avec nous, bien évidemment. Je rappelle à ceux qui prennent l'émission en cours de route que je défends aujourd'hui que le fait que la France, le peuple de France, et surtout la France, et les Français dans leur globalité, si on enlève quelques timbrés, ne sont pas racistes, vous votez, et vous n'êtes pas forcément d'accord avec moi. Hein. Mes invités, vous avez entendu Rokhaya Diallo, qui est fondatrice de l'association Les Indivisibles, une association qui essaie de traiter la question du racisme et de moquer le racisme sur le ton de l'humour, de combattre le racisme grâce à l'humour, et Patrick Gluckman, que vous venez d'entendre, qui est avocat et vice-président des SOS Racisme. Voilà. Il est l'heure, ma chère Alice, de faire un petit point, si vous êtes d'accord, sur les votes et le Brunet maîtrise. Ça vote pas mal d'ailleurs. Je suis entièrement d'accord. Effectivement, ça vote pas mal. Je rappelle que pour vous, Eric, la France n'est pas raciste. Pour le moment, vous êtes carrément d'accord à 63%. Il vous reste une petite demi-heure pour participer au Brunet maîtrise. Je vous le rappelle, c'est gratuit. Ça se passe sur rmc.fr. On vous attend. Et on reviendra dans une seconde sur cet article du Monde apparaître dans quelques minutes. Le Monde, ça apparaît en début d'après-midi. Et qui dit que l'antisémitisme est moins présent aujourd'hui qu'en France. Je sais que vous n'êtes pas du tout d'accord avec ça, Patrick Gluckman. RMC, carrément Brunet, Éric Brunet. Faites comme Éric Brunet, dites ce que vous pensez. RMC, 13h, 14h, c'est carrément Brunet, Éric Brunet.
Oui, je défends aujourd'hui l'idée que la France n'est pas raciste. C'est un peu un débat qui a été inspiré par les conséquences de la tragédie de Toulouse, parce que oui, moi j'ai vu émerger un certain nombre de petites phrases politiques. La dernière en date, on pourrait l'attribuer à François Bayrou, qui a dit en fin de matinée que la France vivait dans un climat d'intolérance croissant et qu'il fallait y mettre un terme, et que c'est la responsabilité du président de la République. Voilà, on peut dire ça. Moi, je peux entendre ça, mais j'ai un peu le sentiment que voilà, tout le monde va terminer cette histoire en disant voilà, la France est un pays où le racisme est en train de renaître, et puis ce qui s'est passé là à Toulouse, eh bien c'est la conséquence de cela, d'un discours politique qui s'est radicalisé. Je trouve ça un peu fumeux. Je trouve que vous êtes d'accord ou pas avec moi, Patrick Klugman de SOS Racisme? Autant je crois qu'on a largement évoqué contexte de libération de la parole raciste, même au plus haut niveau de l'État, ça c'est vrai. Mais je crois que c'est pas comparable avec ce qui vient de se passer. Et je crois que finalement, au-delà du drame, ce qui doit nous marquer, c'est de vivre quand même dans un pays incroyable qui, quand une tragédie le frappe comme cela, s'arrête. Tout service confondu, tout parti confondu. On est dans le moment le plus solennel de la vie politique française, qui est l'élection présidentielle. On a 30 jours du scrutin, tout s'arrête. Et ça, je crois que c'est... tout s'arrête, Mélenchon continue sa campagne en banlieue, Bayrou a fait ses petites phrases. Eric, ce matin, Hollande, mais si, pas de polémique, ce matin, Hollande a rappelé qu'il était il était du devoir du président de la République d'éviter d'exploiter ouais, bon, enfin, il a raison. Enfin, quand je dis, Monsieur le président de la République, je vous demanderai de ne pas exploiter ce fait de société, c'est une façon de faire de la politique de façon insidieuse. Reconnaissons, moi j'essaie de regarder l'ensemble de ce qui s'est passé hier, au moment où justement il n'y avait pas encore la place pour ces réactions. Il y a eu un moment de fraternité, de retenue et d'émotion qui est absolument incroyable. Et voilà ce qu'est finalement, pour vous rendre hommage, ce qu'est aussi et surtout la France. Moi je suis pas tout à fait d'accord, parce que je crois qu'il y a quand même un lien entre les propos et les actes. Alors aujourd'hui, on n'est pas en mesure de définir les motivations de ce meurtrier qui est à l'origine de cette tuerie, mais je tiens à rappeler ce qui s'est passé à Oslo dernièrement. Anders Breivik avait dans son manifeste mentionné à plusieurs reprises sa détestation du multiculturalisme, et il avait cité plusieurs intellectuels qui l'avaient inspiré, dont certains français. Donc je crois que les gens qui tiennent des propos dont ils ont l'impression... Gobineau des Français du 19e ou actuels, des gens actuels qui ont voix au chapitre dans les médias. Ce qui est important de dire, c'est que les gens, lorsqu'ils prennent la parole publique, ont une influence et ont des responsabilités. Quand on parle publiquement, on a des responsabilités parce qu'on peut influencer les gens qui nous entendent et qui nous regardent, et légitimer chez eux non seulement une pensée raciste, mais chez des gens qui sont déséquilibrés, des actes qui sont parfois irréparables. Alors je ne fais pas de lien direct entre ce qui s'est passé là avec les propos qui sont tenus, mais je crois qu'on ne peut pas départir les gens qui s'expriment de leurs responsabilités. Hier soir, Marine Le Pen devait s'exprimer sur France 2. Elle a annulé. Je vais vous dire une chose, Rokhaya, j'ai eu une espèce d'empathie pour elle. Je me suis dit, bon sang, c'est terrible, parce que elle se prend ce truc dans le visage, parce que les propos des politiques, un petit peu, qui disent, attention, le discours politique en France a conduit à cela, a conduit à Toulouse. On a l'impression que c'est sa responsabilité, alors qu'elle n'y est pour rien, la pauvre, et que simplement on est en train de... La pauvre. Mais non, elle n'est pas non plus à plaindre. Est-ce que dire, il faut maîtriser, je fais pas l'apologie de Marine Le Pen du tout, mais je voudrais qu'elle puisse continuer à défendre ses positions. Est-ce que dire, il faudrait limiter, non, laissez-moi terminer. Est-ce que dire en France, il faudrait que, l'immigration zéro, tiens, elle ne demande pas ça, mais est-ce que ce serait un propos raciste intolérable qui devrait conduire à l'abomination que nous avons eue? Non. Faire croire aux Français que les immigrés sont responsables de leur malheur, évidemment, ça a une incidence. Le fait de parler en permanence des musulmans, ça a une incidence aussi sur la vie des musulmans. Moi, je vous mets au défi de vous mettre dans la peau d'une personne qui, par exemple, porte un signe de religion visible. Les agressions verbales et physiques sont quotidiennes. Le climat a changé, et les gens, par exemple, qui portent des foulards ou des barbes ou des signes religieux très très visibles sont agressés dans le métro et dans la rue. Et ça c'est décompté, par exemple, par le CCIF qui lutte contre l'islamophobie. Il y a des chiffres et il y a vraiment des preuves formelles. Marine Le Pen qui... Je pense que c'est un climat qui parle tous les mois de Allah, tous les observateurs vous disent que chez Marine Le Pen, il y a des militants noirs, il y a des militants musulmans, il y a des militants gays. Non, mais j'entends bien. Marine Le Pen, c'est pas une preuve.
preuve. Excusez-moi. Ne confondez pas déjà des alibis et des militants. Non, c'est pas des alibis. Ils en trouvent un. Non, mais là où je voudrais. Non, mais si Marine Le Pen a été l'inspiratrice de Toulouse, dans ce cas, il faut interdire ce parti. Mais malheureusement. Ne me faites surtout pas dire ce que j'ai pas dit, parce que moi je pense qu'on est sur un phénomène extraordinairement violent d'un tueur, d'un assassin qui cible, qui agit à la manière d'un chasseur, avec une détermination froide, qui pour le moment fait échec à toutes les analyses hâtives que nous pourrions tenir. Mais je dis simplement que dans le climat, par ailleurs, de libération de la parole raciste. Donc moi, je ne fais pas, contrairement à Rokhaya, de lien de causalité. Je dis juste qu'il y a un contexte de libération de la parole raciste. Je dis juste que dans cette campagne électorale, il y a un bon nombre de candidats, et notamment Madame Le Pen. C'est pas ce que dit dans Le Monde le sociologue Michel Vivorca, qui dit cet acte incontestable antisémite intervient à contre-courant de l'évolution de la société. Une société française qui, nous dit ce sociologue, est moins antisémite aujourd'hui qu'hier. Mais vous dites qu'elle est pas moins raciste. Le contraire. Elle est pas moins raciste. C'est pas un guignol, mais Michel Vivorca. Michel Vivorca. C'est un non client seulement sérieux. n'est pas un guignol, c'est un immense sociologue. Un des hommes les plus il sérieux. dit que la société française va mieux aujourd'hui. Malgré vos plaintes et vos jérémiades. Excusez-moi. Il dit qu'elle est moins antisémite. Je voudrais répondre rapidement à ça. On est dans cette schizophrénie bien française dont je vous parlais à l'instant. L'opinion raciste recule sondage après sondage. Quand vous demandez à des gens leurs préjugés, ils l'expriment de moins en moins, et c'est une tendance constante des 20 ou 30 dernières années, depuis notamment à la Sofresque. Alors vous décryptez qu'ils sont moins racistes, mais qu'en réalité, les actes racistes, et notamment il y en a moins. Il y en a moins, cher ami. Prenez les chiffres de la CNCDH, dont c'est le métier, qui est un organisme officiel nommé par le Premier ministre. Les violences racistes et les violences antisémites, qui sont décomptées séparément, augmentent. Elles sont à un niveau extraordinairement plus élevé que tout ce qu'il y a eu pendant 45 ans après la Seconde Guerre mondiale. Micro, hier, le président des étudiants juifs de France nous disait le contraire. Nous disait qu'en 2010, il y avait eu moins de... Je renverrai le jeune Jonathan Ayoun que vous receviez à ces chiffres. Bon, allez, on va écouter des auditeurs qui m'appellent. On va peut-être commencer avec Louis, qui a 28 ans, qui est professeur. Bonjour Louis. Bonjour tout le monde. Vous votez comment alors? Je dis la France n'est pas raciste. Vous êtes carrément pour ou carrément contre cette affirmation? Je suis carrément contre, pour la simple et bonne raison que beaucoup de personnes, la France en général, fassent l'amalgame en fait entre immigration et insécurité en fait, ce qui crée justement ce racisme ambiant. Et ça, je l'ai bien perçu, parce qu'avant d'être professeur, j'étais assistant d'éducation dans un collège et un lycée de campagne. Et croyez-moi, le nombre d'élèves, le nombre de personnes qui font l'amalgame entre immigration et insécurité, qui créent ce climat, ce mauvais climat, où ils se réunissent entre eux avec des formes de baskets, des baskets bien particulières, des marques bien particulières qui affirment leur appartenance à un groupe, une sorte de groupe raciste ou ce genre de choses, quoi. Donc, j'aurais voulu m'exprimer, j'ai voulu m'exprimer là-dessus, en fait. D'accord. Donc pour vous, la France, ces gens-là, et d'une manière plus générale, la France respire cela, c'est-à-dire cet amalgame, immigration, insécurité. Exactement. Et pour vous, fait que ce pays est raciste. Tant que les Français n'arrêteront pas, de penser ça, pour moi, la France continuera d'être raciste, oui. Voilà. Merci Louis Rokhaya. Louis. Moi j'irais plus loin, c'est que déjà on confond les immigrés avec des gens qui sont français, qui sont d'origine étrangère. Donc il y a une vraie confusion entre le fait de venir d'un pays étranger, parce que par exemple on parle des musulmans comme si c'était des gens qui venaient d'arriver. La plupart des musulmans, je tiens à le rappeler, sont français. La première mosquée a été construite à Paris en 1926, donc c'est pas une religion étrangère. Simplement on les qualifie et on les traite, on parle d'eux dans le discours public comme des gens qui viennent d'arriver et qui seraient de nature à dénaturer la culture française, la vraie culture française, comme si celle-ci n'était pas évolutive. Ils font partie de l'équation nationale et ils la font muter comme d'autres auparavant, et ça ne dénature en rien et ça ne pollue en rien l'identité nationale française. Donc je crois qu'aussi là-dessus, dans le débat politique qui a beaucoup combattu, milité pour une forme de pureté de l'identité nationale, il y a aussi cette idée que certains Français sont indésirables et sont moins français que d'autres. Et là-dessus, je crois que ça entretient un climat de racisme, et ça entretient aussi l'idée chez des Français qui ne sont pas légitimes. Donc on va entendre chez des jeunes Français par exemple dire moi je suis pas français, je suis algérien. Et pourquoi disent-ils ça? C'est parce qu'ils ne se reconnaissent pas dans le visage qu'on leur présente des Français. Mais très sincèrement, moi dont on sait très bien que je suis pas client de Marine Le Pen, vous le savez bien, j'ai le regret de vous dire que même quand vous prenez le corpus d'idées de Marine Le Pen, c'est tout au plus Ronald Reagan. Je veux dire, il y a des extrêmes droites en Europe qui sont autrement plus radicales, et il y a des extrêmes droites en Europe qui sont racistes. Et j'ai le regret de vous dire que Marine Le Pen, en tout cas frontalement et facialement, n'est en aucun cas.
Donc, franchement, c'est pas la peine d'aller jusqu'à Marine Le Pen. Le problème, c'est que l'UMP est allé tellement loin dans les propos racistes que du coup, Marine Le Pen paraît soft. Mais si on regarde Claude Guéant, Brice Hortefeux, Nicolas Sarkozy avec son discours de Grenoble, son discours de Dakar, je veux dire, il est quand même allé chez les Africains pour leur dire qu'ils vivaient au rythme des saisons, qu'ils n'étaient pas entrés dans l'histoire. Ça, c'est du racisme, mais de la pure ligne des idéologues du 19e siècle. Donc je crois que on n'a pas besoin d'aller jusqu'à Marine Le Pen. Cela dit, Reagan, ça l'agacerait probablement, puisque désormais elle est contre la mondialisation et contre le libéralisme anglo-saxon. Marine Le Pen prospère sur une ambiguïté fondamentale. Son nom est tellement accolé à l'histoire du racisme en France contemporain depuis 20-25 ans. Son parti est tellement la marque notoire du racisme en France, je suis désolé de le dire, qu'elle n'a pas besoin, elle, d'en rajouter, elle n'a qu'à se modérer. Mais je suis désolé, elle a quand même été... C'est un procès un peu facile de dire finalement, elle a juste à montrer... cher ami, je vais vous dire pourquoi. Elle a juste à montrer son visage et à marquer racisme sur le front. C'est ce que vous êtes en train de me dire. Je ne parle pas de son visage, parce que je ne fais pas d'attaque aux faciès, mais pour le coup, je pense qu'elle prospère sur une ambiguïté et que, contrairement à tous les partis d'ailleurs, du Parti communiste, au Parti socialiste, au droit d'inventaire, etc., elle est la représentante du seul parti en France qui a jamais fait son devoir d'inventaire, qui a jamais fait son Bad Godesberg, comme on disait chez les sociodémocrates. Et est-ce que Madame Le Pen est à ce point l'héritière d'un parti? Elle n'est pas en train de le faire, là? Elle n'est pas en train de le faire? Vous avez déjà dit en dédiabolisant le... Non, je vous pose la question. La dédiabolisation, c'est une stratégie électoraliste. Moi, je vous parle d'une posture éthique et morale en disant tout ce qui a été dit était fait par ce parti qui a accueilli des sympathisants de l'Algérie française, des anciens nazis, etc. Je le réprouve, je le rejette, et y compris tous les propos qu'a dit mon père pour lesquels il a été condamné, le détail, etc. Je le rejette et je le réprouve, et je ne suis pas d'accord avec Jean-Marie Le Pen. Le jour où elle dira ça, vos propos seront en tout cas recevables. Elle ne l'a pas dit et elle ne veut pas le dire. Sur un certain nombre de questions sur la Seconde Guerre mondiale, etc. Elle a rappelé quelques évidences. Elle dit arrêtez de me parler. Encore une fois, je crois que c'est quand même un peu facile de circonscrire la question au Front National. Enfin, on a quand même des phénomènes comme la droite populaire qui ont tenté d'organiser des apéros qui ressemblaient fortement aux apéros saucisson pinard de la Goutte d'Or. Des gens qui sont déjà à l'Assemblée nationale. Donc je trouve que circonscrire la question du racisme au Front National, c'est aussi se tromper de cible parce qu'on a parmi les gens qui sont élus des gens qui tiennent des propos. Est-ce que vous n'êtes pas contre-productif quand vous me dites je vous écoute et je suis affligé, mes bras tombent, mes mains touchent la moquette. Donc là, je vous écoute et donc je dois digérer cette information. Nous sommes donc un peuple raciste, nous sommes donc d'abominables racistes. Nous, c'est nous tous. Hein. Nous sommes dans un pays qui tolère. Vous en premier lieu, cher Rokhaya. Nous sommes dans un pays qui tolère le racisme au plus haut niveau de l'État. Je veux dire, qu'est-ce que vous avez à répondre au discours de Dakar? Je suis désolée, on a un président de la République qui est allé injurier des Africains en prétendant, en parlant d'eux comme d'êtres qui étaient différents et inférieurs. Donc nous avons aussi accepté que Brice Hortefeux soit sanctionné par le racisme. Donc là-dessus, je veux dire, vous allez sur Élysée.fr, vous relisez le discours, je pense qu'il n'y a pas d'ambiguïté. De la même façon que Brice Hortefeux était quand même le chef de la police nationale, il a été condamné par la justice. Donc on est dans un pays qui ne réprouve pas de manière juste les gens qui sont racistes, qui le tolèrent largement. Et je suis désolée, ce pays-là est le nôtre. Je pense même plutôt, contre l'avis de mes invités, que les extrêmes ne montent pas. Eux, ils défendent plutôt l'idée que la parole se libère et qu'il y a de plus en plus de gens qui osent parler de leur racisme. On revient dessus dans une petite seconde, mais il est 13h47 sur RMC, c'est l'heure de faire le point sur les votes. Oui, c'est sur le Brunet-Métrique que ça se passe sur rmc.fr. Pour vous, Eric, la France n'est pas raciste. Vous êtes, pour le moment, carrément d'accord à 63%. On vous attend sur rmc.fr. De tiers à tiers.